Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons étudier les entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle pour le bac de français. C'est parti! Alors tout d'abord, il faut savoir que Fontenelle a accompli des études de droit, mais très rapidement, il se dirige vers la littérature. Et oui, il est le neveu des frères Corneille. Alors bon, c'est purement anecdotique puisque ça ne va pas du tout influencer son œuvre, mais c'est rigolo de remarquer qu'il y a une filiation. Que peut-on dire encore? On peut dire de lui qu'il s'est fait connaître grâce à plusieurs œuvres, notamment les Nouveaux dialogues des morts, parus en 1683, Histoire des oracles, ou encore les Entretiens sur la pluralité des mondes, donc publiés pour la première fois en 1686, mais qui ont connu de nombreuses rééditions, notamment celle de 1687 et bien d'autres qui ont eu lieu par la suite. Fontenelle a été nommé à l'Académie française ainsi qu'à l'Académie royale des sciences plus tard, après la publication des Entretiens sur la pluralité des mondes. Rajoutons également qu'il s'inscrit en faveur des modernes dans la querelle des anciens contre les modernes. Les anciens prônaient un retour aux formes traditionnelles, aux auteurs de l'Antiquité, là où les modernes vont être en faveur du progrès. Les entretiens sur la pluralité des mondes ont connu un succès immédiat, ce qui se voit notamment grâce aux 33 rééditions qui ont eu lieu du vivant de l'auteur. 33, c'est énorme. C'est un ouvrage de vulgarisation scientifique, c'est-à-dire que Fontenelle expose de grands concepts scientifiques pour les rendre accessibles, pour les rendre compréhensibles par la majeure partie de ses lecteurs. Je rappelle qu'à cette époque, ces ouvrages-là scientifiques très techniques étaient écrits en langue latine, donc si tu parlais pas latin, tu comprenais rien. Et Fontenelle écrit ses entretiens en français, donc tous ses lecteurs sont capables de comprendre et ces théories sont expliquées de manière simple pour que les lecteurs comprennent bien de quoi il s'agit. Fontenelle fait évidemment référence aux théories de son temps. On peut rajouter aussi le fait qu'il s'agit d'une conversation fictive entre un savant, aussi appelé le philosophe, et une marquise. Il y a 6 entretiens, 5 qui ont lieu 5 soirs d'affilée, et le 6e entretien a lieu longtemps après les précédents. En réalité, il a été ajouté en 1687, soit un an après la première publication. Donc, il a été ajouté dans une réédition. C'est un ouvrage qui se situe alors que le classicisme est à bout de souffle, mais qui reprend l'idéal du placere et docere. Placere qui veut dire plaire, docere qui signifie instruire, ce qui veut dire que les entretiens sur la pluralité des mondes ont pour but de donner au lecteur un enseignement de manière plaisante, de manière ludique. Et c'est évidemment un ouvrage qui fait référence à des choses qui sont vraies, à des théories qui sont vraies, mais qui a aussi recours à la fiction et à l'imagination. Passons maintenant au résumé de ces 6 entretiens. Le premier soir, la conversation est galante puisque le savant séduit la marquise, enfin, il essaye de séduire la marquise plutôt. Et la marquise se montre très intéressée par les sciences, alors le savant va lui expliquer les grands concepts scientifiques afin de la séduire et d'éveiller sa curiosité. Tout d'abord, le savant va faire une comparaison, une analogie entre l'opéra et la démarche scientifique afin que la marquise, mais aussi que le lecteur bien évidemment, saisissent mieux ce dont il s'agit. Il va ensuite mentionner Descartes et sa théorie du mécanisme, puisque pour Descartes, la nature, les astres fonctionneraient un petit peu comme une machine et tout serait organisé suite à des relations de causalité. Il va aussi faire référence à Copernic et sa théorie de l'héliocentrisme, comme quoi c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Il va faire référence au fait que la Terre tourne aussi autour d'elle-même, avant de conclure sur la vanité de l'homme. L'homme est vain, il se pense au centre de tout, il est égocentrique. Le second soir, eh bien, le savant va mentionner le fait que la Lune est potentiellement habitée, puisqu'elle a des caractéristiques communes avec la Terre, et la Terre est habitée, pourquoi la Lune ne le serait pas? Il va aussi faire référence à Cassini, qui a cartographié la Lune, et un petit écart fictionnel, puisqu'il va mentionner le roman Roland Furieux de l'Arioste, et son personnage Astolphe, qui va en chariot de feu de la Terre à la Lune, faire un voyage qui est donc purement fictionnel, bien sûr, et sur la Lune, Astolphe va trouver des pensées, il va trouver des objets qui ont été perdus sur la Terre, etc. Donc on est face à un écart fictionnel. Passons au troisième soir. Le troisième soir, le savant revient sur son affirmation précédente. Il va dire qu'en fait la Lune n'est peut-être pas habitée. Alors ça déplaît à la marquise qui aimait s'imaginer la Lune habitée et le savant va donc remodeler un petit peu sa pensée, reformuler ses propos pour mettre en valeur le fait que peut-être que la Lune est habitée, mais
Comme elle est différente de la Terre quand même, eh bien, les habitants sont sûrement d'une autre nature, ne sont pas humains. Il va donc faire une étude de la Lune, mais aussi des autres planètes habitées. Le quatrième soir, le savant va faire référence à d'autres planètes, Vénus, Mars, Mercure, Jupiter, et va partir du principe qu'elles sont habitées, sauf le Soleil. Le Soleil ne peut pas être habité, tout simplement parce que c'est une boule de feu, donc impossible qu'il s'y trouve une quelconque forme de vie. Le savant va aussi faire référence au tourbillon de Descartes, donc c'est une théorie selon laquelle les astres sont tous en mouvement, ils s'entraînent les uns les autres puisque le vide n'existe pas. Le cinquième soir, le savant va montrer qu'il y a une infinité d'astres. Alors cette théorie donne le tournis à la marquise alors qu'elle ravit le savant qui se plaît à imaginer qu'il y a une quantité infinie d'astres qui existent dans l'univers. Il va aussi prolonger ce qu'il avait déjà mentionné le quatrième soir, c'est-à-dire le fait que le vide n'existe pas, et il va aussi insister sur le fait que l'univers est en constante évolution, c'est-à-dire que les astres naissent, mais les astres meurent également. Le sixième soir est rajouté un an plus tard, lors d'une réédition en 1687. Fontenelle dit qu'il a lieu longtemps après les précédents, en réalité il a lieu un an après les précédents. Après un grand moment sans se voir, le savant et la marquise se recroisent enfin. Que se passe-t-il? La marquise vient de parler de la pluralité des mondes et de leurs éventuels habitants avec des hommes qui sont censés être des hommes intelligents et savants, et ces hommes en réalité n'ont pas du tout bien reçu ces théories et ces hypothèses. Et le savant va dire à la marquise, attention, il faut quand même une certaine ouverture d'esprit pour accueillir ces hypothèses et ces théories. Sans cette ouverture d'esprit absolument nécessaire et indispensable, eh bien, tes théories seront mal reçues. Donc attention, il ne faut pas parler de tout ça à n'importe qui. Et le savant va revenir sur l'héliocentrisme et les caractéristiques des planètes en précisant ses théories, puisqu'en effet, entre la première édition et la réédition de 1687, durant laquelle ce sixième soir a été rajouté, eh bien, de nouvelles découvertes ont été faites ou d'anciennes découvertes ont été précisées, et c'est ce que fait exactement ici le savant. Il précise ce dont il a déjà parlé précédemment. Passons maintenant à l'étude des thématiques abordées. Alors tout d'abord, la science. On l'a vu, c'est un ouvrage de vulgarisation scientifique, c'est-à-dire que l'auteur, Fontenelle, va rendre accessibles de grands concepts scientifiques à un maximum de personnes, incluant un public non averti. Alors au début, le savant a quelques difficultés à organiser son exposé, mais progressivement, il parvient à structurer ses idées, qui sont donc divisées en 6 soirs, donc 6 entretiens différents. Cette science, ces vérités scientifiques sont transmises à la marquise, qui est une femme d'abord ignorante, mais progressivement qui devient savante, puisqu'elle a l'esprit ouvert, elle a suffisamment de curiosité et suffisamment de bonne volonté aussi pour s'ouvrir à différentes hypothèses. Alors, même si aujourd'hui, plus de 350 ans après la publication de cet ouvrage, eh bien, certaines théories ont été nuancées, reformulées ou prouvées comme étant fausses, falsifiées, eh bien, à cette époque, c'était des théories qui étaient considérées comme vraies. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que vraiment Fontenelle va rendre accessible à son public toutes les grandes théories scientifiques de son temps. On peut penser aussi à la vérité qui rejoint carrément la science, puisque le but de Fontenelle est de transmettre un enseignement véridique à son lecteur. Son but est de l'amener progressivement vers la vérité. Il s'agit pour le savant de rejeter les préjugés, les fausses croyances et de se diriger vers des scientifiques qui sont reconnus comme Descartes, Cassini ou encore Copernic, et donc qui vont permettre au public de parvenir à une certaine vérité. Parlons maintenant de plaire et instruire, c'est-à-dire le placere et docere. Alors on l'a vu, nombreux sont les outils mis en place par le savant afin de divertir la marquise et donc le lecteur également, tout en lui transmettant de précieux enseignements. On peut penser par exemple au discours galant, on y reviendra. On peut penser à toutes les questions posées par la marquise, à la vivacité du dialogue. On peut penser aussi au recours fictionnel. On peut penser également à tous ces moments où on va convoquer l'imagination. Enfin bref, nombreux sont les outils qui sont là pour divertir le lecteur, mais aussi pour l'instruire. On peut aussi parler du fait que Fontenelle est un précurseur des Lumières, puisqu'il va avoir pour but de guider tous ses lecteurs vers le progrès, vers la vérité, de les faire passer de l'obscurantisme à la connaissance. Fontenelle est aussi un précurseur de la science-fiction, puisqu'il va envisager des voyages imaginaires, des voyages impossibles, des voyages purement fictionnels dans son ouvrage.
La figure de la femme ainsi que le discours galant sont aussi deux thématiques centrales puisque évidemment le savant s'adresse à la marquise, mais à travers la marquise, il faut envisager n'importe quel lecteur de cet ouvrage. Ici, si on sélectionne la marquise en tant qu'interlocutrice, ce n'est pas pour la pointer du doigt, ce n'est pas pour la critiquer, la dévaloriser, c'est simplement parce qu'à cette époque, l'éducation des femmes n'en était pas une, puisqu'elles étaient envoyées au couvent et basta cosy. Donc que se passait-il? Eh bien, les femmes étaient ignorantes par leurs conditions, par ce qui leur servait d'éducation. Ce n'était pas de leur faute, elles n'y étaient pour rien. Et on insiste d'ailleurs beaucoup là-dessus. La marquise est une femme qui peut être savante parce qu'elle a toutes les dispositions de l'esprit nécessaires pour le devenir. Et ça, c'est très important. Ça montre que les femmes ont autant de capacités intellectuelles que les hommes. Il n'y a pas de différence entre les genres à ce niveau-là. Et l'éducation des femmes est une éducation qui évidemment est injuste et fortement critiquable puisque elle ne mérite pas de ne pas recevoir d'instruction. Fontenelle va lourdement critiquer cela en montrant que la marquise est une femme qui est extrêmement vive d'esprit, très intelligente. Bon, évidemment, au début, le savant tente de séduire la marquise, d'où la présence de discours galants, c'est-à-dire que le savant a pour objectif de la séduire et non pas de lui apprendre quoi que ce soit au début. Pourtant, quand il constate que la marquise est très curieuse, qu'elle est très intéressée par les phénomènes scientifiques, eh bien, il va mettre à profit ses connaissances scientifiques afin de la séduire. Bon, il ne parviendra pas à la séduire, mais il parviendra à l'instruire. Les deux dernières thématiques, fiction et imagination, vont de pair. Mais attention, la fiction est toujours manifestée comme telle, c'est-à-dire qu'à aucun moment, le savant va raconter des choses qui sont fictionnelles sans faire attention à ce que son lecteur comprenne bien que c'est fictionnel. C'est-à-dire que par exemple, quand il va mentionner le voyage d'Astolphe sur la Lune dans le Roland furieux de l'Arioste, eh bien le lecteur saura tout de suite que c'est un roman, que c'est une fiction, que ce n'est pas un voyage en chariot de feu de la Terre à la Lune qui a effectivement eu lieu. Pas du tout. Aucun doute n'est permis. On sépare bien la vérité de la fiction. La fiction est un ornement pour plaire et non pas un outil pour instruire. C'est vraiment là pour plaire et pour rendre le récit divertissant. Il ne s'agit pas d'apporter un enseignement grâce à la fiction. Ce qui est fictionnel est manifesté comme tel. Et d'ailleurs, on peut penser aussi à l'imagination. L'imagination qui est très importante puisque le savant et la marquise ont constamment recours à l'imagination. En effet, l'esprit humain a des limites, il ne peut pas tout connaître, il ne peut pas tout savoir et surtout, la science a des limites. Elle ne peut pas tout expérimenter, elle ne peut pas emmener le savant et la marquise d'astre en astre de manière littérale. Donc ce voyage d'astre en astre, ils sont obligés de le faire grâce à leur imagination. C'est l'imagination qui permet le déplacement, la découverte, le voyage et qui permet aussi d'élaborer certaines hypothèses. Enfin, une dernière limite de l'imagination est bien sûr l'imagination elle-même. C'est-à-dire que grâce à l'imagination, on peut compenser les failles de la science, les failles de la raison, les failles de la connaissance, mais on ne peut pas non plus tout imaginer. On se confronte aux limites de l'imagination et donc ce voyage dans les astres connaît des limites et ne peut pas être fait de manière totale. On ne peut pas tout visiter, on est obligé de s'arrêter parce que notre imagination ne suit pas. Il y a de nombreuses questions qui restent sans réponse, de nombreuses interrogations qui restent sans conclusion, tout simplement parce que la science ne peut pas encore y répondre et de son côté, l'imagination ne peut pas proposer d'hypothèses suffisamment intéressantes puisqu'elle a des limites. Passons enfin pour terminer à l'étude du parcours, le goût de la science. Alors il faut absolument que tu maîtrises bien l'intitulé du parcours puisqu'en fait, le jour de ton bac, eh bien, le sujet d'essai ou le sujet de dissertation sera nécessairement en lien avec cet intitulé. Donc si tu comprends le goût de la science, eh bien tu sais à peu près quelles sont les thématiques que tu seras amené à mentionner. Alors tout d'abord, donner le goût de la science. Donner le goût de la science se fait grâce à plusieurs outils. On a parlé du plaquere et docere, donc de la notion de plaire, on a parlé du discours galant, on a parlé de la vivacité des dialogues, des échanges, de l'imagination, du recours à la fiction, des comparaisons entre notre monde réel et ce qu'on s'imagine dans les astres, dans l'univers. Tout ça, ça fait partie des outils qui permettent au lecteur de rester intéressé et donc de garder l'esprit complètement ouvert et disponible pour réceptionner les connaissances qui sont transmises. Donc ça, ce sont les outils. Et enfin, donner le goût de la science à qui? Eh bien, à tous les lecteurs. Alors attention,
non pas aux lecteurs fermés d'esprit qui sont complètement indisposés à recevoir tout nouvel enseignement ou toute nouvelle théorie, comme le sont les hommes que rencontre la marquise et avec lesquels elle échange lors du 6e soir, mais il s'agit de destiner ces connaissances à tout lecteur suffisamment ouvert d'esprit pour accepter certaines théories et pour remettre en question ses préjugés et ses présupposés. Donc donner le goût de la science, c'est vraiment à tout le monde. Je rappelle que Fontenelle est un précurseur des Lumières et qu'il n'a pas choisi la figure de la marquise au hasard. C'est une figure qui est là justement parce qu'elle est ignorante de par sa condition, de par son éducation, parce qu'on l'a contraint à l'être. Et grâce aux savants, la marquise passe d'ignorante à savante. Elle évolue, elle grandit, elle apprend. Et donc le lecteur, tout comme la marquise, est un ignorant au début et un savant à la fin. Bon, évidemment, on est obligé de préciser que Fontenelle s'adresse à tout public qui est inaverti, qui n'est pas savant, mais Fontenelle s'adresse également à un public qui est savant. Et en fait, à ce public savant, il ne prétend pas lui apporter de nouvelles connaissances, il prétend simplement mettre en forme de manière ludique et divertissante ce que le public savant sait déjà afin de le divertir. Et voilà, le cours du jour est terminé et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.